Bonsoir à tous. Donc moi, je voudrais commencer par ne pas remercier la Fondation, parce que j'ai pas reçu de prix. J'accepte le cachet de 15 000 € pour ce soir, mais non, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette introduction. Je suis très content d'être devant vous ce soir, mais je ne vais pas vous parler de ma recherche, je ne vais pas vous parler de science, d'une part parce que je n'y connais pas grand-chose, et d'autre part parce que vous en avez assez vu, vous avez déjà 4 présentations. Donc on va quand même parler évidemment d'un domaine qui m'est proche, d'activité physique, de fatigue, mais sous une forme un petit peu plus grand public que scientifique. Voilà, donc on va parler d'activité, de performance. Et on va commencer par ça, on va commencer par la performance. Et donc si je vous demande, commencer, quelle est pour vous la performance ultime? On parle de performance physique ici. Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être dans le domaine de l'aventure, ça peut être où vous voulez. Philippe, par exemple. Le vent des globes. Diagonale des fous. Qui est bien. D'accord, un expert. Alors, moi, une personne intéressée ce soir. C'est tout? Tu m'as entendu? Marathon, ok. Bon, ben moi, c'est pas ça qui me vient à l'esprit. Quand on parle de performance ultime, que peut faire l'être humain, moi, je pense pas à la diagonale des fous. Je pense pas à des choses aussi longues que le vent des globes. Je pense à l'inverse, à ce type d'effort. Vous avez peut-être reconnu lors de son record du monde à Berlin, 9 secondes 58 sur 100 mètres. Donc c'est voilà, c'est vraiment incroyable. Pourtant, à l'échelle de, si on compare l'être humain avec les espèces animales, finalement c'est à peine la vitesse d'un éléphant. Donc c'est pas extraordinaire. Et ce qui est un peu plus extraordinaire, c'est ça, c'est effectivement les performances d'endurance. Donc quelqu'un a parlé de marathon, effectivement. Donc le record du monde a été battu par Kipchoge il y a quelques semaines à peine. Donc 2 heures 1 minute pour courir le marathon ou 2 heures 15 pour courir actif pour les femmes. Ça c'est vraiment des performances incroyables. Et ces performances, elles ont progressé. Elles ont progressé avec le temps. Et ici, vous avez par exemple le record de l'heure en cyclisme en 1893 versus de nos jours. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire à peu près, 1 km ou 2 près, kilomètre à peu près, quelles étaient les performances respectivement à la fin du 19e et aujourd'hui? 40? 50? 59. Alors 40, on est en dessous. On était à 35 seulement pour ce vélo, quand même. Hein. On n'est pas très loin du milieu du cycle. Et on est aujourd'hui effectivement à plus de 50, on est à presque 55 km/h. Donc on a 20 km/h de différence en un peu plus d'un siècle. Alors quand on compare ces deux images, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement les mollets sont à peu près les mêmes, les cuisses aussi, les bras ça se ressemble. Bon, il y a des différences qui sont un petit peu plus évidentes, c'est quoi? La technique, le matériel. Évidemment, ce sont les progrès matériels qui expliquent cette augmentation de performance qui a de près de 50%. Et alors, je ne savais pas quand j'ai préparé la présentation que vous étiez un marin, donc ça tombe bien, puisque cette augmentation des performances liées au matériel, elle se voit très bien dans la course au large, comme la route du Rhum. Donc là, on a eu récemment Joyon qui a battu le record de la route du Rhum, 7 jours et 14 heures. Et vous voyez qu'en 1978, on était à 23 jours. Donc voilà, divisé par 3 en seulement 40 ans. Et si j'ai mis cette photo, alors peut-être que vous serez capable de me dire pourquoi je représente cette photo. Non? Cette photo, elle représente un monocoque et puis un trimaran. Donc en fait, c'est la photo de la route du Rhum en 78 où pour la première fois, un trimaran a battu un monocoque. Et il l'a battu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mike Birch a battu Mladenowski de 98 secondes sur 23 jours de mer. Donc voilà, ça illustre bien la progression des performances. Et quand on parle de ces progrès matériels qui expliquent la performance, évidemment, on peut mettre ça en relation avec l'évolution de la productivité, par exemple la productivité industrielle ici.
qui a été multiplié par 5 ou 7 depuis 1900. Et puis, on pourrait parler aussi de la productivité agricole. Donc, on sait que la production par hectare a largement augmenté ces dernières décennies. Alors, ça, c'est une façon, effectivement, de présenter la productivité. On peut aussi dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour une calorie alimentaire dans notre assiette, on a 10 calories industrielles qui ont été consommées, 3 pour tout ce qui touche le matériel agricole et les engrais, et puis 7 pour le conditionnement du produit. Donc, raisonner comme ça, on peut éventuellement se poser la question si réellement la productivité a augmenté. Voilà, c'était la minute les écolos sont nos amis. Alors, pour revenir aux performances sportives, et donc avec un aspect matériel beaucoup moins marqué, ici c'est l'évolution du record du monde du 100 mètres. Et vous voyez qu'en 1936, Jesse Owens courait déjà en 10-3 sur de la cendrée. La cendrée, c'est ni plus ni moins que du sable glacé. Et finalement, on n'est pas si loin de la performance que je vous ai montrée tout à l'heure, donc de Usain Bolt, un peu moins de 9 secondes 6. Donc c'est à peu près, je ne sais pas calculer exactement, mais une dizaine de pourcents. Et c'est ce qu'on retrouve également sur une discipline, alors sans doute ne le savez-vous pas, il existait déjà à la fin du 19e siècle des courses de 6 jours. Alors, avec la diagonale des fous, vous me faites doucement rigoler, parce que ici c'était 6 jours de course. Alors c'était indoor, sur des pistes en bois, et les gens pariaient sur la distance que pouvaient parcourir les coureurs, la plus grande distance en 6 jours. Alors d'après vous, elle était de combien à la fin du 19e siècle? Combien on peut parcourir de kilomètres en courant, à pied, en 6 jours? 300? Qui dit mieux? J'ai 300 à gauche, 300 une fois. Alors vous êtes bien en dessous de la réalité. 600? Ah non, 1500 c'est un peu trop, c'est 1000, effectivement. Et donc vous voyez qu'en 1888, donc le dénommé George Littlewood, ça veut dire petit bois, parce que j'ai été au Canada, donc je parle anglais, c'est ça que il avait déjà parcouru, blague à part, 1000 km, 1004 km, et finalement on n'est pas tellement loin de la performance actuelle qui n'est que de 1127 km. Donc vous voyez que dès qu'il n'y a plus de matériel, la performance elle augmente quand même beaucoup moins. Alors, pourquoi malgré tout elle augmente? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Elle augmente pourquoi? Parce que l'homme, c'est quand même, alors c'est pas toujours un avantage, mais a grandi, est devenu plus fort au cours de ces dernières décennies. Les techniques d'entraînement, les méthodes d'entraînement ont progressé, le suivi médical, le suivi nutritionnel ont progressé, et tout ça, donc bien sûr, on est bien placé pour parler de ça dans notre laboratoire. Et voilà, donc ça explique en partie l'augmentation des performances, en plus des aspects matériels. Alors il manque quelque chose ici. Il me semble assez évident si vous réfléchissez 2 minutes. Pourquoi les performances se sont améliorées au cours du dernier siècle? Merci. Effectivement, le dopage. Il y en a 2 qui suivent. Donc, le dopage est... alors, excuse-moi Alain de prendre cet exemple, j'aurais pu prendre d'autres disciplines, mais quand on parle de dopage, moi ça me fait penser à l'haltérophilie, j'y peux rien, c'est comme ça. Ici c'est le record du monde des polos, vous voyez qu'il y a une augmentation, et puis à partir de 70, on a une augmentation beaucoup plus nette, qui correspond à quoi? En 1970, l'arrivée des stéroïdes anabolisants, effectivement. Et donc, il n'y voyait aucun rapport, pour revenir à la productivité agricole, il se trouve que le poids d'un porc à l'abattage a augmenté aussi de 50% entre 70 et aujourd'hui. C'est pas de ma faute. Blague à part, c'est tellement un problème que dans certaines disciplines, comme l'haltérophilie, ils ont remis à zéro les records en essayant de renforcer les contrôles antidopage. Et vous voyez qu'on n'est pas tout à fait revenu aux performances d'avant. Et enfin, je terminerai dans la pas parler de taux, quand je vous rassure, ou je vous inquiète plutôt, l'évolution des performances sur le marathon. Et vous voyez qu'on a une diminution plutôt linéaire. Et puis là, on a une cassure. Alors, quelle drogue est apparue en 1960 qui explique cette augmentation des performances sur le marathon? Bravo, bravo, effectivement, c'était un piège. C'est pas du tout une drogue, c'est l'arrivée des coureurs est-africains. Là, vous connaissez, les plus anciens d'entre vous, je regarde personne, reconnaissent Abebe Bikila, qui a gagné 2 fois le marathon. Et voilà, donc après, ça s'est revenu de façon linéaire. Alors, ceci étant dit, les Kenyans, on parlait de dopage juste avant, on n'est pas trop sûr que ce soit uniquement la raréfaction de l'oxygène qui explique l'amélioration des performances. Voilà, donc on est de plus en plus vite, de plus en plus fort.
même sans le dopage, je pense, de plus en plus extrêmes aussi. Donc vous avez parlé du tort des géants, effectivement, il y a un peu une espèce de course à l'augmentation de la distance et de la difficulté dans les épreuves d'ultra-endurance. Ici, le tort des géants, donc la première, j'ai eu la chance de faire la première édition, c'était ma dernière course, hein, je pense que j'ai trouvé mes limites, mais c'était quand même 335 km et 24 000 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire grimper et descendre 3 fois à l'Everest en quelques jours, en 3-4 jours, donc sur une durée d'heure de 80 à 87 heures en ce qui me concernait. Donc voilà, ces épreuves de plus en plus extrêmes. Et puis, alors, le niveau clairement au-dessus, c'est des gens comme ça. Oui, Ian Jornet, merci. Donc Ian Jornet, qui est un Espagnol qui a fait de l'ultra-endurance et qui est maintenant plus attiré par le côté aventure, la montagne. Et ici, par exemple, il est au pied de l'Everest et il a tout simplement fait dans la même semaine 2 fois l'aller-retour entre le camp de base et le sommet de l'Everest, en 4 jours, hein, je l'ai dit. Évidemment sans oxygène, sinon c'est pas du jeu. Voilà. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc, j'espère vous avoir convaincu que l'être humain est toujours plus performant. Alors, il est toujours plus performant. Voilà, ces gens-là sont toujours plus performants. Et ces gens-là, ils représentent quoi? Allez, on va dire, en étant généreux, on va dire qu'ils représentent environ 1% de la population. D'accord? Et quid des autres, des 99% restants? Alors, on pourrait se dire que, vous savez, que notre société est une société des loisirs. On a du mal à comprendre ça, mais c'est ce qu'on dit. Donc, on a une augmentation du temps de loisir, une diminution du temps de travail. Et donc, ça devrait permettre à la fois une augmentation du temps de sommeil, et puis plus d'occasions de pratiquer une activité sportive. Donc, au final, on devrait être en meilleure forme physique, de façon collective. Est-ce que c'est réel? Non, ce qui se passe. Je pense que vous connaissez la réponse. On va commencer par le sommeil. On a eu une baisse au cours du siècle dernier du nombre d'heures. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, enfin, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, au moins 1 heure par nuit depuis le siècle dernier. Donc, on dort 1 heure de moins. Alors, pour quelle raison? C'est assez facile à deviner. D'abord, l'apparition de l'électricité dans les maisons. Ensuite, de la télévision. Il fallait quand même se taper ce genre de programme, mais bon, apparemment, ça suffisait pour regarder les gens éveillés. Et puis, bien sûr, plus récemment, Internet et les réseaux sociaux. Et donc ça nous a... Voilà, on a diminué notre temps de sommeil quotidien, enfin, chaque nuit, entre 1 heure et 2 heures, en un siècle seulement. Donc c'est un changement qui est très rapide, on va reparler de ça dans un petit moment. En plus de ça, donc juste pour un petit mot sur les nouvelles technologies, alors je ne vais pas faire le sondage, mais je l'ai fait ce matin, cet après-midi dans un cours avec des étudiants de médecine. On n'était pas à 9 Français sur 10, on était à 10 sur 10, à 100%, qui s'adonnent aux nouvelles technologies le soir. 36% les utilisent au lit. Et on sait très bien que la lumière de ces appareils, elle est chronotoxique, elle dérègle notre horloge biologique, elle a un impact donc sur la qualité du sommeil, ce qui nous rend moins performants d'un point de vue physique, mais aussi moins performants d'un point de vue cognitif, sans qu'on s'en rende très bien compte d'ailleurs. Autre conséquence de la diminution du temps de sommeil, c'est l'augmentation du taux d'obésité. Donc on sait que la durée du temps de sommeil est associée avec des changements hormonaux qui sont des hormones donc de l'appétit et de la satiété, et qui vont induire une augmentation de la prise alimentaire. En particulier, on va être de plus en plus attiré par les sucres et par les graisses si on dort moins. Donc ça, si vous cherchez à faire un régime, dormez. C'est vrai, hein, pour une fois, c'est pas une blague, c'est la réalité. Toujours est-il que, voilà, prise alimentaire, et ce qui fait qu'on a une hausse, une explosion du taux d'obésité, dont j'ai bien peur que l'on s'en relève difficilement. Elle était facile. Alors, Natacha vous en a déjà parlé, l'indice de masse corporelle, quand on essaye de quantifier le taux d'obésité, l'outil le plus simple, c'est ce fameux IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, elle a déjà rappelé la définition, le poids divisé par la taille au carré. Et puis, elle vous a aussi donné, alors elle a plutôt parlé de maigreur, elle vous a dit qu'effectivement, normal, c'était entre 18,5 et 25. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-delà de 30, on est classé comme obèse, modéré, sévère, puis morbide. Et on considère que les risques pour la santé commencent entre 25 et 30. Et voilà ce que l'on obtient. Donc le pourcentage de la population qui est supérieur à 30 en IMC, donc on ne parle pas des gens en surpoids, on parle des obèses, eh bien, il est très différent en fonction des pays, et sans surprise, champion du monde, les États-Unis évidemment.
Derrière, on a d'autres pays comme l'Angleterre, l'Australie. Ensuite, en Europe, on est quand même un tout petit peu mieux. Et puis, on a des pays où on a un taux d'obésité qui est très faible. Ce sont les pays d'Asie comme la Corée du Sud ou le Japon. Alors, ce pays-là, je ne sais pas si ceux qui ont des bons yeux arrivent peut-être à voir, c'est le Mexique. Et on a en fait un taux d'obésité qui est en train d'exploser dans des pays en voie de développement comme l'Égypte, le Mexique ou le Brésil. En France, on considère que près d'un Français sur deux est en surpoids, d'accord, ou obèse. Si on additionne ces valeurs-là, on arrive presque à 50%. Donc c'est un vrai problème. Et dans le monde, je ne vais pas commenter trop, on pourrait multiplier les chiffres, le taux d'obésité explose, et je l'ai déjà dit, non seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays en voie de développement, en particulier le Brésil, j'ai déjà cité, ou l'Égypte. Et plus grave, l'obésité infantile. Là aussi, tous les chiffres montrent que les enfants et les adolescents qui sont avec des taux qui sont classés comme obèses, donc l'obésité infantile explose également dans le monde. Quand on sait qu'un enfant obèse a de chances de devenir un adulte obèse pour des raisons sociologiques, d'habitude, mais aussi pour des raisons purement physiologiques, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors bien sûr, j'ai parlé de déficit de sommeil et j'ai mis l'obésité sur le compte du déficit de sommeil. Évidemment, c'était pour faire une transition, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est bien sûr la malbouffe. Alors bizarrement, c'est plus la malbouffe que l'excès de nourriture. En réalité, il semblerait que l'on mange moins qu'avant. On mange moins que nos grands-parents, sauf qu'on se dépense évidemment beaucoup moins. Et puis, et j'en arrive au cœur de mon propos, bien sûr, c'est le manque d'activité physique qui va expliquer le surpoids et l'obésité. Alors le manque d'activité physique, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que c'est assez facile de comprendre les raisons pour lesquelles on est de moins en moins actif. On a parlé déjà de l'apparition de la télévision, on a parlé des jeux vidéo, on a parlé déjà d'Internet et des réseaux sociaux, donc donc le temps d'écran est a fortement augmenté ces dernières décennies. Le temps d'écran est également associé au travail, les emplois sont de plus en plus sédentaires, et puis on a également, bien sûr, une grande partie de l'activité physique qui était consacrée au transport, actifs qui sont maintenant passifs, bien évidemment la voiture, mais aussi simplement des outils aussi bêtes que les ascenseurs qui nous font que l'on n'utilise plus l'escalier. Alors voilà, je pourrais multiplier les diagrammes comme ça n'a pas tellement d'intérêt, simplement pour vous montrer ici l'augmentation du temps quotidien devant la télévision. Aux États-Unis, on aurait la même chose en France sûrement. Alors, si vous regardez la télévision, au moins n'utilisez pas votre télécommande. À chaque fois que vous vous levez et que venez vous rasseoir, vous dépensez 5 calories. Donc, pensez-y, jetez votre télécommande. Alors ensuite, on a une différence entre l'activité physique, donc par exemple de cette poule ici, et puis la sédentarité. C'est important de différencier les deux. On peut être actif, comme poulette, mais on peut être aussi sédentaire à la fois. C'est pas incompatible. Donc vous avez par exemple, alors je ne vais pas vous détailler ce diagramme, mais ce diagramme, il met en relation justement la sédentarité et l'activité. Et en gros, ce que dit cette étude, qui est quand même une étude publiée dans le Lancet, donc c'est quand même pas Bill Gadget, elle nous dit qu'on peut arriver à compenser avec l'activité un taux de sédentarité élevé, mais il faut vraiment être très très actif. Donc il faut faire énormément de sport, et seulement dans ce cas-là, on arrive presque à compenser 8 heures de sédentarité. La sédentarité, c'est tout simplement le temps passé assis par jour. On arrive presque à compenser si on est vraiment très très actif. Alors ça vous dira rien, 35,5 mètres/heure par semaine, mais il faut vraiment faire beaucoup de sport pour arriver à ça. Et sinon, évidemment, les deux vont s'additionner. Donc si on est à la fois inactif et sédentaire, donc là c'est jackpot, on a vraiment tous les risques d'être en mauvais santé. On s'est centré jusque-là sur le poids. Évidemment, ce n'est pas le seul problème. On considère que depuis 1975, les jeunes Européens ont gagné donc, du poids de corps, mais ont aussi perdu 1 km/h de vitesse de course. Et il y a des données plus alarmistes qui nous disent que depuis 40 ans, les collégiens auraient perdu environ 25% de leur capacité physique. Ça fait quand même assez peur. Alors, quelques études pour étayer cela. Cette étude qui a comparé les résultats
qu'on appelle le test navette dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire des allers-retours entre deux barres espacées de 20 mètres, de plus en plus vite. Donc les bips s'accélèrent et on doit aller jusqu'à la fin. Voilà, on doit durer le plus longtemps possible. Et ça, c'est un assez bon indicateur de ce qu'on appelle la VO2 max dans notre jargon, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène, qui est un indice de performance sportive, mais également un indice de santé. Et on se rend compte que les performances au test navette, entre 1980 et 2003, en réalité, ont diminué, donc ici, de 0,4% par an. D'accord? Ça, 0,4%, ce sont pour les enfants entre 6 et 14-15 ans, et pour les adolescents un petit peu plus âgés, de 16, 17, 18 ans, vous voyez que les chiffres peuvent aller jusqu'à 1% de perte par an. Donc, c'est donc des changements majeurs et très rapides. De la même façon, des études qui ont comparé les performances entre les mères et les filles ou entre les pères et les fils, évidemment au même âge, mais à des temps différents. Donc pour les mères, c'était 80 des filles 2003, pour les pères, c'était une comparaison entre 72 des fils en 2003. Eh bien, on se rend compte que, alors pas sur tout, mais dans beaucoup de tests physiques, on a une diminution systématique, que ce soit pour le père versus son fils ou la mère et sa fille. Donc sur ce test de force, sur ce test-là qui consiste à simplement tenir le plus longtemps possible accroché à une barre, ou même sur un test qui n'est pas un test de force, qui est un autre test, une autre aptitude physique complètement différente, qui est la souplesse. Et bien on se rend compte que donc, cette fois les femmes sont un petit peu avantagées. Vous voyez que les filles en 2003 sont moins souples que leur mère, et évidemment la même chose, et la même chose pour les garçons. Donc ça, ce sont des changements qui sont assez dramatiques et rapides. Parce que si je vous dis ça, si je vous dis qu'un Américain moyen, pour arriver à approcher la dépense énergétique de nos ancêtres, il doit dépenser 17 kilocalories par kilo et par jour, déjà d'une part, ça ne vous dit absolument rien. Mais si je vous dis qu'il doit marcher 20 km de plus par jour, déjà ça vous parle un petit peu plus, et vous allez me dire, ouais, enfin nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c'est bien gentil, mais il y a le buffet qui nous attend, donc on passe. Okay, donc ça, d'accord, je veux bien l'accepter. Sauf que les changements, c'est pas seulement depuis 2 millions d'années. Les changements, c'est ça, et ça, c'est pas il y a 2 millions d'années, ça, il y a quelques décennies seulement. Ça, il y a 50 ans, 60 ou 70 ans maximum, voilà ce qu'on avait comme activité au quotidien. Donc ces changements, ils ont pas, c'est pas des changements depuis 2 millions d'années dont je parle ici, c'est des changements depuis 50 ans. Et donc si je rapporte ces 50 années à l'histoire de l'homme, du genre Homo, eh bien, on arrive au chiffre de, ça correspond à 0,0025%. Là encore, c'est complètement abstrait. Donc, pour vous aider à réaliser ce que représente ce chiffre, si l'histoire de l'homme est une piste d'athlétisme, ça représente 1 cm sur cette piste d'athlétisme. Donc, les changements sont extrêmement rapides. Et j'ai oublié d'en citer un, mais je vais revenir dessus parce que c'est important. Entre le début des années 70 et aujourd'hui, le pourcentage d'enfants qui marchaient pour se rendre à l'école est passé de 80% à 10%. Donc ça correspond à 2000 pas chaque jour qui ont disparu. Et quand on sait qu'en moyenne on marche entre 4000 et 8000 pas, vous voyez, ça fait quel pourcentage de la dépense énergétique ça représente. Donc ce sont des changements qui sont en quelques décennies, qui sont majeurs. Et donc, comme le disait un célèbre physiologiste suédois, notre héritage génétique nous condamne à l'activité, et bien cette activité, on ne l'a plus. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'on considère qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 3 millions de décès dans le monde sont liés à une activité physique insuffisante, d'après l'Organisation mondiale de la santé. D'accord? Alors, il faut pratiquer. Donc, ce que conseille l'OMS et l'American College of Sports Medicine, c'est au moins 150 minutes, vous avez sans doute entendu ce chiffre, d'activité physique par semaine, modérée à intense. Et quel est le pourcentage de la population qui fait ça de nos jours? Si on est optimiste, on va dire que c'est un quart. Et la moitié des gens sont complètement inactifs. Et ça touche encore plus les filles et les personnes âgées. Alors, quel est le problème si on ne pratique pas, ou on va être un peu plus positif? Quel est l'avantage, quelles sont les raisons de pratiquer une activité physique? Je vais passer rapidement parce que d'une part les chiffres peuvent varier, et puis tout le monde connaît ses avantages, au moins certains. Donc très rapidement, ça diminue quand on pratique une activité physique régulièrement ou un exercice, on diminue son risque cardiaque de 40%, les risques d'AVC, d'hypertension, de diabète,
du cancer du sein et du côlon, de plus de 50 à 60%, c'est pas rien. On diminue les risques de développer une maladie d'Alzheimer, la dépression, etc., la dépendance des personnes âgées, la fonction cognitive, la densité osseuse. Bref, au final, il est assez évident que l'exercice améliore la santé et la qualité de vie. À tel point, c'est tellement vrai qu'avec ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, il devrait être obligatoire d'avoir une prescription médicale pour ne pas pratiquer une activité physique. Alors, si on parle de population particulière, on pourrait développer pendant des heures, mais juste un petit stop sur les personnes âgées. En plus de tous les gains dont on a parlé, quelque chose qui est important, c'est la masse osseuse. Natacha Germain en a parlé. Et puis la masse musculaire. Thomas Lapaule a parlé aussi de l'importance de l'atrophie, de lutter contre l'atrophie ou la sarcopénie. Et l'exercice, évidemment, permet cela. Entre parenthèses, d'améliorer aussi le sommeil. On a vu que ça pouvait être un problème. Et donc, on peut, si on est actif, passer du statut et qu'on est une personne âgée de vulnérable à un petit peu plus robuste. À l'inverse, si on est inactif, donc on est moins fort, on a moins d'équilibre, on a plus de chances de chuter et donc de se faire une fracture des membres inférieurs et donc de passer assez rapidement du côté de la dépendance. Donc voilà, les personnes âgées sont particulièrement... Et ce qui est important de dire autour de vous, à vos parents ou vos grands-parents, pour les étudiants, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais pratiqué de toute votre vie, il est possible, même à 60, 70 ans, de commencer une activité physique. Ça, c'est un message important à faire passer. Et on peut pratiquer vraiment à tous les âges. Ici, vous avez le championnat du monde de sprint pour la catégorie 95 à 100 ans. Donc, ils sont tous deux à courir. Il y a un Finlandais à droite et puis un Belge à gauche. Alors regardez, c'est un suspense insoutenable. Donc le Finlandais est parti, mais le sprint final, donc c'est le sprint dans le sprint. Regardez, extraordinaire. Et voilà le travail. Ça s'appelle le pacing, donc une très bonne gestion de l'effort sur le sprint. Et puis aujourd'hui, alors on ne pouvait pas faire moins que de citer ce personnage en France, Robert Marchand. Il semblerait que ce soit son anniversaire aujourd'hui, 107 ans. Donc qui à l'âge de 102 ans a réussi à pédaler quand même 26 km, enfin presque 27 en 1 heure. Et puis cet Indien qui a couru le marathon, alors certes un petit peu moins vite que l'Éthiopien que je vous ai montré tout à l'heure, mais quand même à 100 ans, c'est assez admirable. Donc tout ça nous dit que l'activité physique c'est très efficace. Est-ce que c'est plus efficace que les médicaments? Oui, de mon point de vue. Il y a moins d'effets secondaires. Et puis le coût pour la société est également plus faible. Parce que on peut s'arrêter quand même 2 secondes sur le fardeau économique de l'inactivité. C'est une autre étude publiée dans Lancet récemment qui montrait que les problèmes de santé liés au manque d'activité physique étaient évalués à 67 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est supérieur au PIB du Costa Rica, qui se répartissent en 54 milliards de dépenses de santé et 14 milliards de pertes de productivité. D'accord? Et que le coût réel, ce coût-là, de 67 milliards, en fait, il est sous-estimé parce qu'il ne prend en compte seulement les 5 maladies principales liées à l'inactivité, c'est-à-dire les maladies coronariennes, l'AVC, le diabète de type 2 et les cancers du sein et du côlon. Donc en réalité, 67 milliards, c'est vraiment le minimum du minimum. Ça touche bien sûr plutôt les pays riches, les problèmes d'inactivité. Et donc, développer le corollaire de ça, c'est quoi? C'est que développer l'activité physique est rentable économiquement. Ça marche. Ok? Et puis, donc ça marche, d'une part, et d'autre part, ces évidences dont je vous ai parlé, les évidences scientifiques qui montrent que l'activité physique est une bonne chose pour la santé des gens, eh bien, ces données, elles n'ont pas été publiées depuis 10 ans. Elles existent depuis, les premières études, depuis 1950. On a eu la première étude, à ma connaissance, réellement sur le sujet, date de 1949. Ils ont simplement repris les dossiers médicaux des gens qui travaillent dans la Société des Transports dans la ville de Londres, donc plusieurs milliers de personnes, et ils ont comparé les chauffeurs et les contrôleurs. Et ils se sont rendus compte que les contrôleurs avaient 2 fois moins de risques de faire un infarctus, et que ces infarctus étaient moins sévères. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, à Londres, ce sont des bus à 2 étages, et simplement les contrôleurs, ils marchaient, ils montaient et ils descendaient 500 à 750 marches chaque jour. Voilà la seule différence entre les contrôleurs et les chauffeurs, et ça permettait de donner ces résultats-là. Donc c'est assez spectaculaire. Donc ça date de 1950, donc on a réellement un décalage entre oui c'est bon d'un point de vue économique, on suit que ça marche, et pourtant il n'y a pas grand-chose qui se fait.
pour essayer de développer ça. Alors pourquoi? Alors je vais citer cet athlète que vous avez sans doute reconnu, c'est Tony Estanguet, qui a été 3 fois, c'est un de nos plus grands athlètes de mon point de vue, de l'histoire du sport français, 3 fois champion olympique de canoë, sachant qu'il n'y a qu'une seule épreuve aux Jeux olympiques de canoë, donc exceptionnel, et puis qui est maintenant le directeur du comité d'organisation des Jeux de Paris. Donc voilà ce que disait Tony Estanguet, il n'y a pas très longtemps. Je ne comprends pas pourquoi le sport continue de représenter moins de 1% du budget de l'État, quels que soient les gouvernements. Alors que tout le monde vante ses mérites en termes de santé ou d'éducation, on va parler essentiellement de la santé, mais il y a d'autres valeurs associées au sport, tous en soulignent des valeurs intrinsèques, et bien malgré ça, rien n'évolue réellement pour favoriser ce qu'il appelle la propagation de l'onde sportive, ou d'activité physique en général. Donc le sport loisir est pourtant un moyen de créer du lien social, un facteur d'intégration dans les milieux défavorisés, et peut nous aider à nous sentir bien ou mieux. Dommage qu'il reste anecdotique en termes d'investissement. Alors pourquoi? On peut se poser la question de pourquoi. C'est vrai que ça semble un peu incroyable. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on peut se demander quel lobby est présent pour défendre le sport santé. Le lobby des médicaments, on les connaît. Le lobby du sport santé, à part nous, à l'Université Jean Monnet et quelques autres, on est un peu moins costaud. Et puis il faut du sport, il faut de l'argent. Et l'argent, il y en a dans le sport. Ça, il n'y a pas de problème. De l'argent, il y en a dans le sport, seulement, vous savez où il est l'argent. Il est dans le sport professionnel, dans le sport de compétition et dans certains sports en particulier. Alors juste pour vous, si vous avez une idée de ce que gagnent les meilleurs sportifs, combien gagnent les plus grands sportifs par an en millions de dollars? 50, 100 millions, ouais, vous avez raison. 100 millions, et donc en particulier Cristiano Ronaldo, donc pas tout à fait. C'est un loser, il gagne que 93 millions, LeBron James 86, etc., etc., Federer 64, et puis donc le dernier dans le top 10, c'est le pilote Lewis Hamilton. Alors lui, c'est vraiment un loser, il gagne que 46 millions de dollars par an. Donc si je reviens à Cristiano Ronaldo, on va faire quelques maths, si vous voulez bien. Donc 93 millions de dollars, ça représente 81 millions d'euros au taux de change du jour. Si je divise 91 millions par 365 jours, ça nous fait des gains de 221 218, bon on laisse tomber les 218, d'accord, on va dire 221 000 euros par jour. Et nous avons répondu récemment avec Jérémy et Saint-Étienne Métropole à un projet du ministère des Sports qui consistait à développer l'activité physique, à lutter contre la sédentarité. Et donc le ministère des Sports a royalement mis 5 projets, alors on ne sait pas encore si on a gagné ou pas, mais si on a gagné, on va gagner 100 000 euros, et on sera parmi les 5 lauréats éventuellement. Donc si je fais 5 fois 100 000, ça nous fait 500 000 consacrés à ce projet pour toute la France, et donc vous me voyez venir, ça représente quoi, 500 000 euros? Ça représente 2 jours et 6 heures du salaire de Ronaldo. Donc voilà. Alors, je vous rassure, le ministère a proposé ces projets, ils ont quand même écrit dans l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt, l'objectif est de fournir des espaces à vocation sportive à faible coût de réalisation. Ouf, on a eu peur. Bon, on les prendra quand même, s'ils nous les donnent. Hein. Sinon, on ne sera pas obligé de demander à la fondation. Alors, quelques pistes privilégiées quand même au-delà des coûts, pour développer l'activité physique. Les maisons de retraite, les entreprises, le sport à l'école, notamment la formation des enseignants, la formation des médecins, qui ont aussi un rôle important à jouer. Et puis, ce qui peut être fait au niveau de la ville et des communautés d'agglo. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que d'une part, c'est vrai, et d'autre part, juste pour vous montrer qu'à Saint-Étienne, on n'est pas si mal que ça en fait. On n'est pas si mal, pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, on a une chaire de santé des aînés qui cherche à développer l'activité physique. On a des travaux d'un collègue qui s'appelle David Dupin dans des EHPAD pour essayer de remettre les seniors à l'activité physique. Les entreprises, on a par exemple déposé récemment un projet à l'IRES, qui est l'Institut de recherche en santé publique, pour essayer de développer des stations d'évaluation qu'on ferait tourner dans les entreprises pour permettre d'évaluer les salariés et de leur donner accès en parallèle à un site internet ou une application et leur proposer de l'activité physique en lien avec leurs propres résultats et avec leur motivation pour essayer de les inciter à pratiquer un petit peu plus. Le sport à l'école, on a un département STAPS qui est fort.
il se trouve que le département de Saint-Étienne, le département STAPS de Saint-Étienne, a parmi les meilleurs résultats de France en termes de formation des enseignants. Donc ça, je tenais à le souligner quand même ce soir, étant enseignant STAPS moi-même. La formation du médecin. Donc on a un service sanitaire qui est mis en place, alors pas seulement à Saint-Étienne, mais Saint-Étienne participe à avec. Le but du jeu, c'est de former les étudiants de médecine de 3e année alors pas seulement l'activité physique, mais l'activité physique fait partie des choses qui sont enseignées et de façon sérieuse. La preuve, c'est que j'ai donné des cours cet après-midi. Donc, vous voyez que c'est vraiment très sérieux. En blague à part, avec un nombre d'heures très important, et c'est pas simplement du saupoudrage, c'est une vraie volonté politique de permettre aux médecins de se former sur l'activité physique, et c'est une excellente chose de mon point de vue. Et puis, à Saint-Étienne Métropole, et je pense parmi les villes qui sont plutôt réceptifs à ce discours-là. Voilà. Et puis, on a à l'université l'Institut Présage, qui est aussi, bien sûr, impliqué là-dedans, avec en particulier donc, la nouvelle chaire actif dont vous avez parlé, activité physique, fatigue santé, que j'aurai le plaisir et l'honneur de coordonner, qui m'a été, donc c'est une mission qui m'a été confiée par la présidence. Et la présidence que je voudrais remercier, alors ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à être politiquement correct, mais en même temps, quand on reçoit un soutien franc, eh bien, il s'agit de le reconnaître et de l'apprécier. Donc voilà, merci vraiment pour le soutien, pas seulement à moi, mais à notre discipline. Et j'espère, le but du jeu, c'est de vous convaincre que ce n'est pas de l'argent qui est acheté par les filles. Alors tout ça, ce qui se passe à Saint-Étienne sur l'activité physique, ça ne sort pas de nulle part. On a une vraie tradition de physiologie de l'exercice à Saint-Étienne. Depuis 50 ans, l'an prochain, on va fêter les 50 ans de l'université. Eh bien, au tout début, on avait le professeur Jean-René Lacour, le professeur Gessan, qui ont développé cette discipline. Et donc, il y a une vraie tradition de la physiologie de l'exercice à Saint-Étienne. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, je vois Vincent dans la salle, mais l'exercice et du handicap. Mais sur l'exercice, savez-vous par exemple qu'à Saint-Étienne, Natacha parlait de biopsie musculaire tout à l'heure, pour évaluer la taille des fibres musculaires par exemple. Eh bien, Saint-Étienne a été la première ville, la première université à importer la biopsie musculaire dans le cadre de l'exercice. Vous voyez qu'on pouvait même faire des biopsies musculaires directement sur le vélo. Et vous connaissez ce beau jeune homme qui se faisait faire une biopsie musculaire avant de courir 24 heures sur un tapis roulant. Il avait un petit peu moins de barbe, mais il n'avait déjà pas beaucoup de cheveux, bien sûr. Et je salue en passage le professeur Christian Beniguel. Voilà, donc une vraie tradition de physiologie de l'exercice à Saint-Étienne, et donc on essaiera de proposer un petit colloque l'an prochain pour célébrer cela. On a également créé l'an dernier, il y a quelques années, une exposition qui s'appelait l'activité physique, médicament du futur. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire que si l'activité physique est un médicament, notre rôle c'est d'essayer d'en déterminer sa posologie. Donc quel contenu, à quelle dose, quand, pour qui, et pour quels éventuels effets indésirables. Donc le but du jeu c'est d'avoir le meilleur usage possible en toute innocuité. Alors, tout ça, ça nous montre que, je pense que vous êtes convaincus, vous l'étiez sans doute déjà avant, que l'activité physique, c'est quelque chose de très positif pour la santé. Et pourtant, il y a des freins. Il y a des choses bien quand on fait de l'activité physique. On a envie de se remettre en forme, il y a le plaisir de pratiquer, éventuellement la possibilité de perdre du poids, etc. Mais il y a aussi beaucoup de freins qui empêchent un grand nombre de personnes de pratiquer régulièrement une activité physique. Le manque de temps, la fatigue, la mauvaise estime de soi, problèmes de santé et puis des mauvaises conditions de pratique. Et ce qui fait que l'exercice, c'est à la fois un plaisir immense, mais aussi une source non négligeable de déplaisir. Et en particulier, il y a un aspect sur lequel on va travailler, sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, qui peut empêcher certaines personnes de pratiquer, c'est le fait de se sentir fatigué. Donc si je me sens déjà fatigué chroniquement, pourquoi j'irai en plus faire de l'activité physique? Et bien, en fait, c'est une erreur, puisqu'on sait maintenant, la même chose, on a des évidences scientifiques assez marquées, pour nous dire que la fatigue, en réalité, est plus faible pour ceux qui pratiquent une activité physique régulièrement, y compris dans le cas de traitements aussi sévères que des chimiothérapies. Donc là, les études existent également. Et donc c'est la raison pour laquelle, parce que nous pensons que la fatigue est un point important,
que nous avons intégré le terme fatigue, donc cette nichère sur l'activité physique et la santé, mais avec une valence spéciale sur la fatigue. Et je vais vous parler quand même un petit peu de science, mais très rapidement, je vous rassure, autour de ce que l'on fait dans le cadre de ce que j'ai proposé dans le cadre du fellowship et puis de ce que l'on va faire dans le cadre de la chaire. Donc la fatigue, ça touche beaucoup de monde. Ça touche vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, ça touche des personnages importants, ça touche même des personnages très importants. Alors, blague à part, pourquoi ça touche beaucoup de monde? Parce que l'espérance de vie augmente, par exemple dans le cancer, on vit beaucoup plus longtemps après avoir eu un cancer. Et puis, la population vieillit, sans lien du tout avec la photo juste avant, hein, je vous rassure. Et donc, ça rend cette thématique fatigue, c'est un sujet qui est de plus en plus critique, important, relevant, comme disent les anglo-saxons. Et c'est une des raisons pour laquelle on va s'y intéresser. Donc, cette fatigue chronique, elle est également, je vous ai parlé du fardeau de l'inactivité, fardeau économique de l'inactivité. Eh bien, de la même façon, la fatigue augmente l'absentéisme et diminue le rendement présentiel du salarié. Donc, il y a aussi un impact sur l'économie. Donc, quelles sont les solutions pour lutter contre la fatigue? Alors, j'en ai bien une, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, et éventuellement ça, mais plus sérieusement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est l'exercice. Même si ça peut paraître contre-intuitif, je suis fatigué et je vais me dépenser, je vais pratiquer en plus quelque chose qui apparaît comme fatigant. Eh bien, les études montrent que l'exercice est en fait le seul traitement qui, à long terme, permet de lutter contre la fatigue. Les solutions médicamenteuses, par exemple, fonctionnent sur le court terme éventuellement, mais c'est tout. Alors, pourquoi ça peut fonctionner? Pourquoi être actif permet de lutter contre la fatigue chronique? Plusieurs raisons. La principale est sans doute celle-ci. Ça permet de sortir du cercle vicieux de la fatigue chronique. Vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez dans votre canapé, vous faites la sieste, vous adoptez un comportement de plus en plus sédentaire, qui vous déconditionne, impacte votre muscle, vous perdez de la masse musculaire et ça va vous rendre de plus en plus fatigué, etc. etc. Donc c'est le cercle vicieux de la fatigue chronique. Et donc se mettre à l'exercice permet d'en sortir potentiellement. Alors quand on parle de la fatigue, on a pour habitude de différencier la fatigue chronique et la fatigue aiguë. Donc la fatigue chronique, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce sentiment persistant de fatigue, et c'est une fatigue qui, même si on se repose, ça ne disparaît pas. Même si l'on dort, ça ne disparaît pas. Et puis, quand on est un physiologiste de l'exercice, on s'intéresse plus volontiers, et c'est ce que j'ai fait au moins pendant la première partie de ma carrière, à la fatigue aiguë, c'est-à-dire que la fatigue liée à une pratique sportive. Donc là, c'est plus simple à comprendre, c'est la diminution de force ou de puissance induite par un exercice. Et je vais essayer de vous montrer rapidement que c'est important d'étudier les deux, et si possible de faire le lien, et de vous montrer qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Je dis bien peut-être, parce qu'on n'est pas sûr encore. Et donc cette fatigue aiguë, liée à l'exercice, elle est bien sûr située dans les muscles, mais pas seulement. Elle est également située dans le cerveau. Et il y a évidemment, le muscle ne se contracte pas sans cerveau, mais il y a aussi des informations qui remontent depuis la périphérie jusqu'au système nerveux central. Alors si on propose un schéma un tout petit peu plus compliqué que le précédent, eh bien vous voyez que la fatigue musculaire, la fatigue aiguë, elle peut survenir à plusieurs endroits. Il y a plusieurs sites potentiels de la fatigue neuromusculaire entre le cortex moteur et les muscles, la formation de ce qu'on appelle les ponts d'actiniosine qui permettent de créer de la force musculaire. Et entre les deux, on a toute une liste de facteurs potentiels où la fatigue peut jouer un rôle délétère et peut entraîner une diminution de la force et de la puissance musculaire. Et donc, pour étudier cela, pour essayer de mieux comprendre l'origine, quand on veut faire ça intéressant, on dit l'étiologie de la fatigue neuromusculaire, eh bien, on va utiliser des techniques dont vous a déjà un petit peu parlé Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne. On va poser un aimant sur le cortex moteur et on va étudier à travers un champ magnétique, on va dépolariser les neurones du cortex moteur et on va étudier leur réponse, voir si avec la fatigue ça se modifie ou pas. Auquel cas on va dire oui, la fatigue est plutôt située de type central. Inversement, on peut utiliser d'autres types de stimulation, la stimulation des nerfs par exemple, sur le muscle relâché. Si le muscle répond moins bien à une stimulation électrique, alors ça veut dire que c'est plutôt au niveau du muscle que ça se passe. Et on parlera plus volontiers de fatigue périphérique. Vous avez compris le principe. Moi, je ne vais pas détailler
les techniques, je vais juste vous montrer, donc c'est ce qu'on utilise avec les athlètes, on utilise aussi avec les patients ce même genre de situation, ce même genre de test, pardon, de protocole, sauf qu'on essaye de les adapter un petit peu pour les rendre un petit peu moins barbares que ce que l'on pourrait utiliser avec les sportifs. Alors quand je vous parle de protocoles barbares sur lesquels on essaye de travailler pour améliorer notre connaissance de la fatigue, je vais vous montrer une petite vidéo. N'ayez pas peur, c'est plus impressionnant que la réalité. D'accord ? Donc ici, il est sur un ergomètre où on va bloquer les pédales et on va demander au sujet de forcer. Et pendant qu'il force, on envoie des stimulations au niveau du cerveau. Bim. Bim. Et donc ensuite, on arrête ces stimulations et on en fait d'autres. On les voit moins, mais elles sont au niveau du nerf fémoral ici. Donc là, il contracte son muscle. Et donc là, il contracte et là, il va recevoir une stimulation électrique au niveau de son nerf fémoral. Il se relâche, il va de nouveau avoir des stimulations sur le muscle relâché. Boum. Voilà. Donc là, il tremble parce que c'est à la fin d'un exercice très épuisant et il faut dire qu'il est aussi à l'équivalent de 5000 mètres d'altitude. Donc ça aide pas forcément. Donc voilà, ces outils qu'on utilise, alors pas à 5000 mètres d'altitude et pas exactement la même chose. On a fait malgré tout quelque chose d'assez similaire chez des patients atteints de cancer, chez des patients atteints de sclérose en plaques et chez les personnes âgées. Donc oui, on essaye de les adapter un petit peu, mais le principe est le même. Et tous ces outils auxquels je pourrais rajouter les biopsies musculaires dont j'ai déjà parlé, la RMN, de la biomécanique aussi, eh bien nous les avons soit directement à l'IRMIS, soit assez proche de l'IRMIS, ce qui nous permet d'investiguer de façon globale la fatigue. Alors, je vais passer rapidement, je pense que vous êtes pressés d'aller au buffet, mais quand même pour vous montrer le lien, juste un exemple dans le cancer. Par exemple, le cancer et son traitement peut entraîner une cachexie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire et une réduction de la force musculaire spécifique, c'est-à-dire on peut avoir le muscle qui est le même et la force peut quand même diminuer. Donc on essaie de s'intéresser aux deux aspects, plus une altération du métabolisme du muscle. Et donc on a une fatigue musculaire, il y a un lien, je vous ai montré, entre la fatigue musculaire et la fatigue cérébrale. Et donc l'ensemble des deux, le périphérique et le central, va entraîner une diminution de la performance et une augmentation de la fatigue. Et quel lien entre cette augmentation de la fatigue et la fatigue chronique que l'on peut percevoir au quotidien? C'est une hypothèse, mais je pense qu'elle a du sens quand même. Imaginez, donc la fatigue c'est une baisse des capacités fonctionnelles, une baisse de force par exemple. Si vous faites un effort, vous êtes fatigué, derrière vous récupérez. Jusque-là, on peut comprendre. Si je fais un exercice plus difficile, un effort plus marqué, bien sûr je vais me fatiguer plus et je mets plus de temps pour récupérer. Ça va? Vous suivez? Malgré l'or? Maintenant, si je remplace exercice facile et exercice difficile, donc deux tâches différentes, par la même tâche, mais quelqu'un qui résiste normalement à la fatigue et quelqu'un qui a une résistance à la fatigue musculaire détériorée, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que la personne qui résiste au même exercice, la personne qui résiste à la fatigue va diminuer un peu, revenir vite. La personne qui a une résistance à la fatigue détériorée va plonger plus et mettre plus de temps pour récupérer. Et donc, si on considère, et vous savez que au cours d'une journée, on ne vous demande pas forcément de courir un marathon, mais vous avez des choses à faire régulièrement. Vous devez faire le ménage, vous devez faire les courses, vous devez surveiller vos enfants, etc. Eh bien, on peut imaginer que ces tâches quotidiennes, quand on a une résistance détériorée à la fatigue, eh bien, on accumule progressivement de la fatigue et ça peut expliquer en partie la fatigue chronique. Je dis bien possiblement, puisque ici on parle de fatigue physiologique et on se rend compte que, par exemple, la fatigue liée au cancer, qui est un type de fatigue chronique, elle est beaucoup plus complexe. La fatigue aiguë, c'est déjà compliqué, je crois que je l'ai montré, mais la fatigue chronique, c'est encore beaucoup plus complexe, puisqu'en plus des aspects physiologiques, on a des aspects qui sont liés, donc des causes directes, liées par exemple à l'anémie, qui va diminuer l'oxygénation du sang, la réponse une inflammation générale de l'organisme ou une baisse de la fonction immunitaire. Et puis, en plus de ça, on a les aspects indirects, les aspects psychosociaux, qu'il s'agit de ne pas négliger lorsqu'on parle de fatigue chronique. Et puis, évidemment, le sommeil. Si l'on dort moins bien, on va se sentir plus fatigué. Donc, quand on investigue la fatigue, on a besoin de s'intéresser à tous ces aspects-là. Et donc, si on s'intéresse à tous ces aspects-là et que l'on considère, et c'est la réalité, qu'il existe sans doute autant de causes de fatigue chronique que de patients, la fatigue chronique, c'est quelque chose de plurifactoriel.
Et si en même temps on se dit que c'est impossible, comme disent les anglo-saxons, que puisque c'est différent entre les patients, c'est impossible que one size does not fit all, ça veut dire c'est impossible que le même traitement, donc ici on parle d'exercice physique, fonctionne chez tout le monde. Pourtant c'est le cas, ça fonctionne, mais sans doute que si on n'appliquait pas ça, c'est-à-dire si on cherchait à individualiser le type d'entraînement que l'on propose, on pourrait rendre l'exercice encore plus efficace pour lutter contre la fatigue chronique. Quand vous avez un problème de vision, on vous fait un test et à partir de là, on ne donne pas à tout le monde la même paire de lunettes. D'accord? Eh bien là, c'est la même chose. Nous, notre idée, c'est de se dire, si on essaye d'évaluer, j'ai failli dire deviner, les causes potentielles qui peuvent être liées à des mécanismes, par exemple, d'inflammation, d'anémie, à des problèmes de masse corporelle, à des problèmes de sommeil, à des problèmes plutôt psychosociaux qu'on va évaluer à des questionnaires, ou à des modifications de fatigue aiguë, comme je voulais, donc une moindre résistance à la fatigue aiguë, comme je voulais présenter, eh bien, avec ces résultats-là, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est fatigué, on pense qu'il est fatigué parce qu'il dort mal, on lui donne le même type d'exercice que quelqu'un qui est fatigué parce qu'il a une atrophie musculaire. Au contraire, ça devrait être des types d'entraînement complètement différents. Et au jour d'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on recommande toujours ces sacro-saints, 150 minutes par semaine, quel que soit le patient et quelle que soit la pathologie. Donc ça, c'est problématique. Donc, alors, ça, c'est théorique. On est en train de le tester. Donc, c'est des choses que j'avais démarrées au Canada et qu'on va continuer ici grâce au fellowship dans les prochaines années. Et bon, on verra si ça fonctionne. On attend encore les résultats. Je suis assez optimiste. Voilà. Donc, en guise de conclusion, je pense que j'espère vous avoir un petit peu convaincu que l'écart entre les extrêmes, donc les athlètes de haut niveau et la population, grandit. Je vous ai parlé du record du monde du marathon, par exemple, donc entre 70 et 2005-2010, on a gagné 1 km/h. Eh bien, c'est exactement le km/h que les jeunes Européens ont perdu pendant la même période. Donc 99% ont perdu 1 km/h, alors que les athlètes élites ont en même temps gagné 1 km/h. Et donc, on pourrait résumer ça de la façon suivante. Donc, on a une augmentation de l'écart entre les extrêmes, entre les sportifs élites et la population, au moins la population occidentale. On parle ici de performance physique. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aux différences de salaire entre les plus grands PDG et le salaire moyen. Voilà. Donc ça, c'était la minute Mélenchon et notre ami. Alors, en conclusion, les performances physiques de l'espèce humaine, là, c'était le titre de mon exposé, progrès ou déclin. Les deux, mon général. Des solutions existent pour limiter l'inactivité et, ce qui nous concerne plus particulièrement, la fatigue. Développer l'activité physique, j'en ai parlé, n'est pas seulement positif pour la santé et le bien-être des gens, mais aussi pour l'économie. Et malgré ça, donc, si ça ne fonctionne pas bien, c'est que les freins restent nombreux et seule une volonté politique forte permettra de stopper ce déclin des capacités physiques moyennes de la population. Alors, si je peux dire un dernier petit quelque chose, c'est que le risque est fort lorsque l'on parle on fait ce genre de conférence, on tient ce genre de discours, que l'on soit accusé d'avoir un discours un peu moralisateur. Il ne faut pas être gros, il faut faire plus de sport. Ça peut assez vite, bon, j'ai entendu personne le dire, mais je suis assez persuadé que certains au moins l'ont pensé. Et si j'ai mis ça en fond d'écran, c'est pas complètement innocent. C'est que vous savez peut-être que pour le maréchal Pétain, en fait, la débâcle de 40 était liée à deux choses. La première, c'est un manque de patriotisme. Et la deuxième, c'était une résistance à la fatigue, une résistance physique trop faible. Et donc, ce qu'ils ont proposé, c'est exactement ce dont je vous parle ici. C'est-à-dire de remettre, par exemple, 7 heures d'activité d'éducation physique et sportive à l'école. Donc, j'espère que vous ne faites pas l'assimilation directe entre les deux. C'était la minute d'Éric Zemmour, on n'est pas notre ami.
parce que voilà, le but c'est ça, c'est plutôt de dire voilà, essayons de promouvoir l'activité physique pour améliorer le bien-être, améliorer la santé et même, allez, soyons fous, améliorer le bonheur. Donc, Don't Worry, Be Happy, c'est un article tout ce qui est plus scientifique qui montre un lien, alors après on peut discuter avec corrélation, okay, entre le volume d'activité physique hebdomadaire et le niveau de bonheur perçu des populations. Alors ça peut paraître un tout petit peu naïf. Je suis d'accord qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc je voulais quand même malgré tout terminer par ces photos qui représentent des personnes qui pratiquent l'activité physique. Donc j'ai tout à fait conscience que c'est un petit peu simpliste, naïf, mais ce sont vraiment mes derniers mots. Essayez quand même de penser combien de fois vous vous êtes senti moins bien après avoir fait un footing, par exemple. Réfléchissez à ça et vous verrez que c'est peut-être pas si mal. Je vous remercie.